Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 11e journée du top 14, la dernière avant une petite trêve européenne. Le premier match de samedi, c'était le Racing qui recevait le Stade Toulousain. Bon, clairement, c'était un match avec peu d'envolées et on s'est un peu fait chier. Personnellement, je trouve que le Stade Toulousain peut s'estimer chanceux de gagner. Bon, il commence assez fort en étant largement plus puissant et dominant devant, mais je trouve que derrière, ça manque un peu d'enchaînement. En plus, on a un Racing indiscipliné, ce qui fait que logiquement, le Stade Toulousain mène 11-0 à la pause. Mais au retour des vestiaires, le Racing va totalement changer de rang. Déjà, ils vont être un petit peu plus disciplinés, ils vont être beaucoup plus chacayeurs dans les rucks et ils vont mettre plus la main sur le ballon. Ce qui fait qu'ils vont remonter et même prendre le score à leur avantage. Et le problème, c'est que le Racing, dans les 10 dernières minutes, a fait tout pour perdre le match, enchaînant les conneries qui ont fait que Toulouse a pu marquer par l'intermédiaire de la botte de Thomas Ramos, et surtout en subissant ce dernier moll avec l'essai de Josh Brennan. C'est dommage parce que je pense que le Racing s'était assez réveillé pour pouvoir battre l'ogre toulousain. Mais bon, ces Toulousains, ils sont tueurs à tout instant, même quand ils font des matchs un peu moyens. Et surtout que plusieurs fois, on a vu Ramos, Graou, Ntamak avoir le ballon et ne pas savoir quoi faire. On avait l'impression qu'ils étaient perdus, donc ça aurait pu être le jour où le Racing aurait pu profiter de cette faiblesse toulousaine. D'un match ennuyant à un autre, on va à Bordeaux qui recevait Montpellier. Bon, c'était nul, donc je vais pas trop m'attarder sur ce match. Bon, les Montpelliérains étaient venus avec la strate parfaite. Une grosse conquête, des avants dominants, des jeux au pied de pression et des rucks au Ishakai. Le seul problème pour ces Montpelliérains qui ne leur a pas permis de gagner, c'est que tout simplement, ils ne voulaient pas du ballon et donc ils ont eu très peu de possession dans le camp bordelais. L'UBB, je pense que c'est largement le pire match à domicile depuis le début de la saison. Ils ont été défoncés en mêlée parce que la mêlée de Montpellier a été énorme et ça fait plusieurs semaines qu'elle est vraiment au niveau. La touche aussi a été moyenne, pas forcément parce qu'elle a été perturbée par l'alignement montpelliérain, mais juste parce que les lanceurs de l'UBB sont les pires du top 14. Mais bon, pour être champion, il faut savoir gagner même quand on fait des matchs de merde, donc l'UBB peut s'estimer heureux. Une autre équipe qui doit avoir le sourire, c'est Vannes qui a gagné son premier succès à l'extérieur, à La Rochelle, s'il vous plaît. Bon, d'abord, le stade rochelais, ils ont fait 30 premières minutes assez cohérentes. Ils se payent pas parce qu'ils sont pas assez pragmatiques près des zones de ligne, mais globalement, on sent ce qu'ils veulent faire. Ils marquent qu'un seul essai qui leur permet donc de pas trop se décrocher au score, et après l'essai de PD monté, donc le troisième ligne de Vannes, là, ils sont complètement passés à côté du reste du match. Il y a eu une seule belle action, ça a été le moll pour le deuxième essai de l'Espio, et sinon, rien. De plus, ils ont enchaîné les conneries, que ce soit les pénalités, mais aussi beaucoup d'en avant alors qu'il y avait des avancées significatives. Et quand même Brice Dulin commence à faire des jeux au pied direct alors que c'est un de ses points forts, ça prouve que le club n'y était plus. C'était sûrement dû au fait que Vannes a été maître globalement de la partie tout le match. On les a sentis sereins, les Vannetais, même quand ils ont encaissé les deux essais de l'Espio. On les a jamais vus paniquer. Et ça a été notamment représenté par la relation qu'il y a eu entre le capitaine Gorison et l'arbitre du match, Jérémy Rosier. Le capitaine était toujours très calme, il faisait son rôle, mais globalement, il n'avait aucune animosité, alors que si le match était tellement tendu qu'il aurait pu l'être. Tout simplement parce que les Vannetais étaient sûrs de leur force, sûrs de leur jeu, et ils ont très bien préparé ce match, et ça s'est vu. Ils ont proposé du jeu, parce qu'ils n'ont pas été une équipe à l'extérieur style Montpellier qui n'ouvrait jamais le jeu. Au contraire, eux, ils ont plutôt ouvert le jeu, mais tout en respectant le rugby et en prenant des points à chaque incursion. C'est donc une victoire méritée pour le premier. Deux équipes qui jouent aussi le maintien, c'était un peu le match de la peur. C'était Pau qui recevait Lyon. 4 défaites de rang, c'était le bilan pour les deux équipes. Donc la défaite était en gros interdite. Ce que j'ai remarqué, c'est vraiment que le Loup n'a pas su capitaliser sur ses actions. Parce qu'ils ont eu pas mal de possessions, même d'occasions d'essai, mais à chaque fois, il y avait notamment les en avant en fin de course, qui venaient gâcher plein de belles avancées. Et je pense que si on fait un ratio nombre d'entrées dans les 22 avec nombre d'essais marqués ou de points marqués globalement, ça doit être assez effrayant. Et c'est dommage parce qu'ils ne se payent pas, il y a eu une bonne défense tout du long, il y a eu parfois aussi des belles actions offensives, mais il y a toujours ce petit détail qui venait entacher la prestation. La saison paloise, elle, à l'inverse, fait plutôt une bonne prestation globale, notamment devant, où ils ont su trouver des failles face à une défense qui était très robuste, notamment sur les deux essais qu'ils ont marqués, à savoir celui de Maximin et de Papizé. Et pour le coup, Pau a été hyper pragmatique, ça a été peut-être leur gros point faible depuis le début de la saison, mais là, à chaque fois qu'ils arrivaient dans le camp lyonnais, ils repartaient avec des points. Et c'est pour ça qu'ils ont pu un peu se détacher au score et qu'ils ne laissent même pas un bonus défensif au Lyonnais. Dernier match du multi, c'était l'ASM qui recevait Castres. Bon, le pack de l'ASM a tout simplement marché sur celui du CO. Je trouve qu'on retrouve une ASM fidèle à son ADN de concasseur devant, qui fut sa grande force durant les belles années du club. Sur, je crois, les 7 ou 8 essais qui ont été inscrits, il y en a un seul qui a été marqué par les 3 quarts, celui de Lucas Tozin, et il intervient à la 76e minute. C'est pour dire à quel point
leur jeu était basé sur le défi physique avant tout. Le CO, bon, comme je l'ai dit, ils se sont fait rouler dessus, notamment devant, et ils ont jamais réussi à tenir le ballon dans le camp de l'ASM. Il y a eu juste le premier essai en première mi-temps, mais à part ça, rien. Je tiens à souligner le gros mental qu'a fait preuve l'équipe de l'ASM, puisque même sur la dernière action, alors qu'il y avait 54-10, le match était largement gagné avec bonus offensif, ils n'ont pas voulu encaisser un nouvel essai, et c'est ce qui a été fait, puisque Papali n'arrive pas à marquer. Et bon, pour ce qui est de l'action de la sortie sur civière de Belot, personnellement, j'aurais mis carton rouge pour Ardron et jaune pour Zdraziak. Parce que Zdraziak, il y est pour rien, même s'il ne baisse pas trop, c'est plutôt Belot qui lui arrive sur l'épaule. Après, ça reste un contact tête-épaule, donc carton jaune. Par contre, l'action d'Ardron, il ne vient pas mettre les bras, il vient bien serrer, et c'est lui du coup qui propulse Anthony Belot sur l'épaule de Zdraziak, et en plus il arrive à l'épaule assez haut. Pour moi, ça aurait mérité rouge et jaune. Passons maintenant aux deux derniers matchs de ce week-end, à savoir le premier entre Perpignan et Toulon. Toulon a largement gagné et c'est ultra mérité. Et ils se sont appuyés sur plusieurs aspects du jeu pour gagner. D'abord, ils ont eu une possession globale pendant 60 minutes du match. En plus, on a eu une énorme défense. Perpignan n'a quasiment jamais franchi, ou très peu. De plus, les avants, ils semblaient surpuissants dans le jeu. Franchement, ils ont dominé, ils étaient hyper mobiles. C'était pas juste de l'affrontement physique, ils étaient partout, ils étaient dans une forme d'enfer. Après, l'occupation au pied, elle était magnifique, avec les Serins, Domo ou encore Hervé. À chaque fois, ils trouvaient des zones délaissées par les Perpignanais. Et enfin, le dernier aspect, c'est évidemment le 100% d'Hervé face au Perche, qui a permis de prendre le score assez rapidement. Bon, côté USAP, ils ont clairement pas existé pendant 55-60 minutes avant l'essai de Oviedo. Après, il y a eu légèrement plus de possession, plus d'action à se mettre sous la dent, mais c'est un peu comme les Rochelais, en fait, il y a eu beaucoup de conneries. Il y a eu pas mal de pénalités offensives, c'est-à-dire que quand Perpignan avait le ballon, il y avait toujours un soutien qui venait faire une faute dans sa ruck ou autre, beaucoup d'en avant, et aussi des mauvais jeux au pied. Et c'est pour ça que Perpignan ne pouvait pas espérer même ne serait-ce qu'un bonus défensif parce qu'il n'y était pas. Enfin, le dernier match, c'était Bayonne-Stade Français. Bon, c'était un match avec beaucoup d'engagement globalement, et je saurais pas trop dire qui a dominé l'autre. Devant, j'ai trouvé que c'était 50-50, chacun avait ses petites périodes. Après, ce qui a fait un peu pencher la balance du côté de Bayonne, c'est l'entrée notamment de Gomez-Codella du côté du Stade Français, qui a été juste catastrophique en se faisant rouler dessus en mêlée et invisible dans le jeu. Bon, c'est pas pour ça que Bayonne marquait, mais en tout cas, ils étaient plus dans le camp du Stade Français en fin de match. Et un peu comme Toulon, on a vu des avants bayonnais très mobiles. J'ai en tête notamment Cormeunier, Chouznou ou encore Abel Köfner, qui ont fait beaucoup de courses avec le ballon. Du côté du Stade Français, on sent qu'il y a du mieux, qu'ils arrivent un petit peu mieux à se trouver, qu'ils sont plus cohérents dans leur jeu global, mais ils ne se payent pas. Et là, il va falloir qu'ils travaillent du coup leur pragmatisme, leur réalisme, parce que s'ils continuent comme ça à prendre encore 0 points en déplacement alors qu'il y a du mieux, ça va être compliqué pour la suite. Et j'ai remarqué aussi qu'ils jettent pas mal les ballons quand ils sont dans l'avancée, notamment Penassi, Dakuwaka qui ne veut pas passer au sol, il veut toujours faire une passe, sauf que le problème c'est que ses coéquipiers sont plus là pour arriver en soutien que pour relever le ballon. Donc en avant ou turnover. On passe maintenant au top et au flop. En top, j'ai commencé par Sacha Zeger, le 3ème ligne de Pau. J'ai trouvé qu'en défense, il a eu une énorme prestation. Toujours dur au mal, compliqué à se défaire des plaquages, et même après en touche, il a été important dans le secteur aérien. Le deuxième top, c'est Charles Olivon. Je l'ai trouvé hyper dynamique, ballon en main, tout au long de la rencontre. Et pareil, en défense, il a été plutôt actif, et je trouve qu'il est dans la continuité de sa tournée, où il a fait de bonnes prestations avec le 15 de France. Mon dernier top, c'est Swan Cormeunier. Le pilier basque a fait plutôt une bonne prestation en mêlée, je crois qu'il s'est fait pénaliser qu'une seule fois, mais sinon après, il a plutôt dominé la mêlée du Stade Français. Et dans le jeu, comme je l'ai dit, il a été très actif, avec notamment une belle percussion sur Brad Weber. En flop, j'ai parlé de Tyler Ardron. Bon, déjà pour son action sur Bello, qui pour moi aurait mérité rouge comme je vous l'ai dit. Et aussi, derrière, il prend un jaune, et globalement, il est un peu le symbole de ce paquet d'avant dominé du CO. Le deuxième flop, c'est Tolu Latou, simplement parce qu'il fait une rentrée catastrophique contre Vannes. Déjà, ses deux premiers lancers quand il rentre, lancé pas droit ou lancé en deux temps. Après, il y a un plaquage où il met pas les bras, où ça fait un peu faire une galipette à Blanchard, mais ça aurait pu être jaune, franchement. Et puis dans le jeu, je trouvais qu'il était un peu à la ramasse. Le dernier flop, c'est Lucio Sordoni, le pilier du Racing, où il a été dominant en mêlée, et je trouve qu'il a une mauvaise énergie, il chambre pas mal, il est pas mal dans les mauvais coups, et c'est pas le type d'attitude que j'aime de la part des joueurs. Et c'est pas pour rien qu'il sort à la mi-temps. Pour ce qui est des pronos, donc ça va reprendre plus tard, le 21 décembre. On a d'abord La Rochelle-Clermont. La Rochelle doit absolument se reprendre parce que Clermont, ça joue. Malheureusement pour les Clermontois, même s'ils sont plutôt sur une bonne série, je vois La Rochelle gagner, mais sans non plus briller. Montpellier Racing, là c'est deux clubs qui sont plutôt mal au classement. Et Montpellier, depuis quelques temps, je trouve que ça va mieux. Devant, ils sont plus cohérents, ils sont plus tueurs. Donc je vais dire qu'ils vont gagner cette équipe du Racing avec bonus offensif. Toulon-Pau. Toulon, en ce moment, pareil, c'est une équipe qui est plutôt dans une bonne dynamique. Pau, à l'inverse, ils sortent de 4 matchs sans victoire, même s'il y a cette victoire contre Lyon. Donc je vais dire Toulon plutôt que Pau. Vannes-Bayonne.
et ben c'est deux équipes aussi pareilles qui sortent d'une belle prestation, mais juste pour la victoire contre La Rochelle, je pense que Vannes va surfer sur sa série et donc gagner contre Bayonne qui va néanmoins empocher un bonus. Stade français Perpignan, je trouve qu'il y a du mieux dans le jeu du Stade français, alors qu'à l'inverse Perpignan c'est plutôt inquiétant, donc je vois le Stade français avec bonus. Castres Bordeaux-Bègles, c'est un match hyper intéressant parce que comme je vous le disais, Castres c'est mon équipe coup de cœur, sauf que là ils viennent de prendre 54 points à l'extérieur, donc ils vont être remontés comme des coucous. Bordeaux à l'inverse, je trouve que c'est en demi-teinte, globalement le match contre Montpellier l'illustre, donc je vais dire plutôt Castres avec un bonus pour Bordeaux. Et enfin Lyon Stade Toulousain, Lyon c'est 5 défaites d'affilée, Toulouse eux ils sont largement premiers du top 14, y a rien à dire. Donc on irait plus vers le Stade Toulousain, mais la dernière prestation m'a pas du tout convaincu, donc je pense que Lyon va se retrouver dans l'engagement et gagner le Stade Toulousain qui empochera néanmoins un bonus défensif. Au niveau du classement, donc toujours Toulouse-Bordeaux, on a Bayonne qui revient dans le top 6, et à l'inverse, Castres, du coup, lui, en est éjecté. Clermont et Toulon sont bien installés, et La Rochelle, attention, en bas, Pau se donne un petit peu d'air quand Lyon dégringole à la 13e place et est menacé par Vannes suite à cette belle victoire à La Rochelle. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, mettre un like et un commentaire parce que c'est des choses qui m'aident grandement. Enfin bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.